Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 17 septembre. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a opéré aujourd'hui un mouvement partiel dans le corps diplomatique concernant certaines de nos ambassades en Europe et en Afrique. Les détails dans quelques instants. Au nom du président de la République, Abdelmejid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Djarrad a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation de Abdelaziz Medjahed dans ses fonctions de directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. Révision constitutionnelle, le décret présidentiel portant convocation du corps électoral en prévision du référendum du 1er novembre est publié au journal officiel. Une large campagne médiatique a été lancée. Objectif, expliquer le contenu de ce texte aux citoyens. La solidarité avec les peuples, une des valeurs immuables de l'Algérie qui n'a jamais été tributaire d'un quelconque agenda politique. Affirmation de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Benhabiles, revient sur l'action humanitaire du CRA. Nous l'écoutons dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a opéré aujourd'hui un mouvement partiel dans le corps diplomatique concernant certaines ambassades en Europe et en Afrique, en vertu duquel il a été procédé à la nomination de L'Azhar Souelem, directeur général des relations multipartites, au ministère des Affaires étrangères, nommé ambassadeur représentant permanent de l'Algérie auprès du bureau des Nations Unies à Genève. Mohamed Hannej, directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, nommé ambassadeur d'Algérie en Belgique, et son représentant permanent auprès de l'Union européenne, Salah Labdioui, ambassadeur d'Algérie en France, nommé ambassadeur d'Algérie en Suisse, Antar Daoud, ambassadeur d'Algérie à Libreville, au Gabon, nommé ambassadeur d'Algérie en France, Abdelhaq Aïssaoui, chargé d'études et de synthèse auprès du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, nommé ambassadeur d'Algérie au Gabon. Les nouveaux ambassadeurs prendront leurs fonctions une fois les procédures en vigueur finalisées. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Djarrad a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation de Abdelaziz Medjahed dans ses fonctions de directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. Intervenant à cette occasion, le Premier ministre a affirmé que cette nomination illustre le grand intérêt qu'accorde le président de la République à cette importante institution. Je vous invite à l'écouter. Je suis heureux de procéder sur instruction du président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, à l'installation de Abdelaziz Medjahed, directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. L'installation d'un nouveau directeur général à la tête de cet institut et le choix de ce nouveau responsable pour occuper ce poste est la meilleure preuve de l'intérêt particulier et la grande attention accordée par le président de la République à cet établissement prestigieux. Cela traduit également la forte volonté de booster le domaine des études géopolitiques et stratégiques en tant qu'appui visant à concrétiser les engagements et les objectifs tracés pour l'édification de l'Algérie nouvelle, en particulier dans le cadre de la réforme de la gouvernance de l'État et ses institutions afin de hisser notre pays à la place qui lui sied dans le concert des nations. Cet objectif suprême ne peut être concrétisé qu'avec l'exploitation de toutes les compétences nationales, en mettant les bases solides pour une politique étrangère dynamique et proactive, et une diplomatie économique efficace afin de préserver les intérêts de l'Algérie, en plus de renforcer la sécurité et la défense nationale. Abdelaziz Djarrad a mis en avant la nécessité de réhabiliter l'Institut national d'études de stratégie globale et la relance de son rôle leader en tant qu'instrument efficace dans la prise de grandes décisions.
Il est nécessaire de réhabiliter l'Institut national d'études de stratégie globale et son rôle pionnier en tant qu'instrument d'aide à la prise de grandes décisions en réalisant des analyses et des études et en les mettant à disposition des hautes autorités du pays, notamment en ce qui concerne les questions stratégiques du pays, que ce soit sur le plan national qu'international. Ce qui permet de dévoiler, comprendre et analyser les facteurs et les relations qui jouent un rôle déterminant dans le processus politique, économique, culturel et social. Cet institut est appelé aujourd'hui à réaliser des études, des analyses et des recherches approfondies permettant de comprendre le développement de la société et être au service des institutions de l'État et des citoyens. De son côté, le nouveau directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, Abdelaziz Medjahed, a estimé que son installation dans ce poste dénote d'une réelle volonté de changement, à même de permettre à l'Algérie d'occuper la place qui lui sied. On l'écoute. Cette responsabilité s'inscrit dans la vision de la nouvelle Algérie. Cela traduit la solidité des décisions et leur application pour apporter un véritable changement et pour permettre à l'Algérie de retrouver la place qu'elle mérite. Séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement. Présent à la séance, le ministre des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le ministre des Transports et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que le ministre de la Communication. Porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar a d'ailleurs affirmé que la révision de la loi organique relative à l'information aboutirait inéluctablement à la révision du texte de loi sur l'audiovisuel, estimant qu'il serait primordial du point de vue éthique de prioriser la régularisation de la situation des chaînes privées. Dans l'actualité, le décret présidentiel portant convocation du corps électoral en prévision du référendum sur la révision constitutionnelle vient de paraître dans le dernier numéro du journal officiel. Il s'agit du décret 20-251 du 15 septembre 2020 stipulant que les électeurs et électrices auront à répondre par oui ou non à la question « Êtes-vous d'accord sur le projet de révision de la Constitution qui vous est proposé ?» Un bulletin blanc est prévu pour la réponse affirmative et un bleu pour la réponse négative. Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter de ce dimanche et est clôturée le dimanche 27 septembre 2020. Le dit décret contient en annexe le projet de révision de la Constitution décliné en 6 axes et 225 articles et récemment adopté par les 2 chambres du Parlement. La mémoire et l'identité dans le texte de la révision constitutionnelle, sujet d'une rencontre tenue ce matin par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs. La conférence a été animée par des professeurs et des spécialistes en présence du conseiller du président de la République chargé des relations extérieures à Abdelhafid Allahoum et Nazim Ben Abdelrahman, conseiller à la présidence, Nazih Abdelrahman, conseiller à la présidence de la République chargé du mouvement associatif de la communauté nationale à l'étranger. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Je vais expliquer aux acteurs de la société civile qui seront présents ce qui est nouveau dans la Constitution et qui est dans l'intérêt de l'ensemble de la société civile. Pour la première fois, il est question de la création d'un observatoire national de la société civile et de la participation de la société civile et les ressortissants nationaux dans la gestion des affaires générales. Il a été question dans le préambule de la Constitution de l'implication de la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption. Le paragraphe 4 de l'article 215 portant constitutionnalisation de l'instance nationale de prévention et lutte contre la corruption stipule la réhabilitation du rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. Toujours au même sujet, une large campagne médiatique pour accompagner la révision constitutionnelle a été lancée hier. Les médias nationaux sont tenus de rapprocher, expliquer et élucider le contenu du texte aux citoyens. Nesrine Ben Saïdi.
L'autorité nationale indépendante des élections et depuis sa création avait pour principale mission l'organisation et la supervision du scrutin présidentiel du 12 décembre dernier. Une mission accomplie et qui se poursuit aujourd'hui à travers l'organisation du référendum national sur la Constitution révisée prévu le 1er novembre prochain. Pour cela, une large campagne d'information est lancée en vue de sensibiliser les citoyens quant à l'importance de ce scrutin et afin d'apporter les informations nécessaires. Cette campagne est un peu différente des campagnes qu'on a l'habitude de voir, comme les campagnes présidentielles, législatives ou même locales. C'est une campagne qui a pour but de donner des explications sur la nature de ce référendum. L'ANI est une autorité qui n'a pas de parti pris. Nous sommes juste là pour sensibiliser le citoyen quant à l'importance de ce rendez-vous électoral, et ce à travers différents moyens, comme les campagnes publicitaires en collaboration avec l'autorité de régulation audiovisuelle et les différents moyens de communication. Pour l'autorité de régulation audiovisuelle, la réussite de ce scrutin commence par la mise en place d'une bonne stratégie médiatique basée sur l'éthique, la déontologie et le respect de l'ordre public à travers une répartition équitable des passages et un large débat. حملة انتخابية مبنية على الموضوعية. Il faut se concentrer sur l'objectivité du débat. C'est sur quoi travaille l'Arabe. Nous avons donné des recommandations spéciales pour une couverture médiatique libre et transparente, mais dans le respect de l'ordre public. التدخلات والنقاشات بكل حرية. Pour le ministère de la Communication, la préparation de ce scrutin commence par une bonne organisation médiatique en assurant les voies et moyens nécessaires pour une couverture médiatique professionnelle. Le rôle du ministère de la Communication est d'assurer les moyens logistiques, techniques et humains pour couvrir cet événement, qui est le référendum sur la révision de la Constitution. Rapprocher, expliquer et clarifier le contenu du texte de la révision constitutionnelle aux citoyens, un objectif tracé pour assurer la réussite du scrutin de l'amendement de la Constitution, soit la pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle République. Et les différents acteurs de la société civile appellent à une participation accrue au débat autour de la révision constitutionnelle et le référendum prévu le 1er novembre prochain. On écoute. Le référendum sur la Constitution du 1er novembre sera un réel début pour l'instauration de l'équilibre et la complémentarité entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dans le système de gouvernance en Algérie. Cette constitution sera l'occasion de garantir plus de liberté pour les citoyens. Nous faisons partie de ces associations qui appellent à ce qu'il y ait plus de participation pour débattre ce projet constitutionnel, car la Constitution est le fondement même d'une nation. Nous devons nous imprégner de cela pour l'édification d'une nouvelle République. Nous appelons à participer massivement à ce scrutin. L'heure est venue pour le peuple algérien de contribuer et de voter le 1er novembre pour donner son avis sur la Constitution, et le rôle de la jeunesse est très important. Les jeunes doivent donner leur avis en toute sincérité. Le référendum sera le 1er novembre. Ça sera l'occasion pour le peuple algérien d'exprimer son opinion. Nous appelons tous les acteurs de la société civile et le peuple algérien à participer en force au référendum.
Et cette installation, à présent, le général-major Ammar Ahtamnia, commandant des forces terrestres, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation du colonel Mohamed Ben Abbès, commandant de l'école d'application de la reconnaissance à Chlef. Après la cérémonie d'accueil et la présentation des honneurs militaires à l'entrée de l'école, le commandant des forces terrestres, en compagnie du commandant de la première région militaire, s'est rendu à la place d'armes où il a passé en revue les carrés alignés. فريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووفقا لمخطط التنقيل السنوي لحساب سنة 2020 ونصب رسميا العقيد محمود بن عباس قائدا للمدرسة التطبيقية لسلاح الاستطلاع بالناحية العسكرية الأولى وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة. Après l'allocution d'installation, le commandant des forces terrestres a supervisé la cérémonie de remise de l'emblème de l'école au nouveau commandant. Il a ensuite tenu une rencontre d'orientation avec les cadres avant de signer le procès-verbal de l'installation et le livre d'or de l'école. Énergie, le ministre du secteur a réitéré la nécessité d'atteindre un taux de conformité de 100% par l'ensemble des pays signataires de l'accord de réduction de la production pétrolière. C'était aujourd'hui lors de la 22e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP non OPEP par visioconférence, réunion à laquelle le ministre de l'énergie et président de la conférence de l'OPEP, Abdelmajid Attal, a participé. Le ministre a appelé à maintenir la vigilance, d'autant que la pandémie du coronavirus reprend dans certaines régions du monde. Dernier jour ce jeudi de l'examen du baccalauréat pour la majorité des branches. Les candidats se sont penchés sur l'épreuve de physique ce matin et de philosophie l'après-midi. Pas moins de 630 000 candidats sont concernés par cette session 2020-2021 qui se déroule dans une conjoncture particulière due à la pandémie de coronavirus. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Benbouzid, sera l'invité de l'émission Vision ce soir après le journal de 20h. Il reviendra entre autres sur la stratégie de son secteur dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un avant-goût dans cet extrait. J'ai signé le 30 août. Il y a une orientation d'intention, une déclaration d'intention et un engagement d'intention. J'ai engagé mon pays, à l'instar d'un grand nombre de pays, pour nous associer tous à une intention collective de façon à ce que l'Algérie puisse bénéficier du vaccin, du premier vaccin au meilleur prix. C'est comme si vous vous assuriez, c'est comme si on se mettait collectivement, n'est-ce pas, pour avoir des intérêts communs et pour négocier un prix commun. Je l'ai signé le 30 août à l'OMS. Et nous n'importerons aucun vaccin en Algérie qui ne soit pas préqualifié OMS. Même si la vigilance reste de vigueur, la tendance baissière se confirme. 228 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 158 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 228 nouveaux cas, 172 nouvelles hospitalisations, 158 patients guéris, 32 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 228 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 19 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 172 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 675 patients guéris, dont 158 guéris au cours des 24 dernières heures.
Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 32 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et on va parler à présent du Croissant Rouge algérien, toujours à l'avant-garde de l'action humanitaire. Abdelmajid Benqassi a rencontré la présidente du CRA, Saïda Benhabiles, l'occasion d'aborder la solidarité avec les peuples, une des valeurs immuables de l'Algérie qui n'a jamais été tributaire d'un quelconque agenda politique. La solidarité avec les peuples est un principe immuable de l'action humanitaire menée par le Croissant Rouge algérien depuis des décennies. Un principe dont les origines se confondent avec l'histoire du peuple algérien et ses valeurs. D'où l'action constante de l'Algérie en direction des réfugiés sahraouis accueillis dans notre pays depuis plus de 45 ans. La politique algérienne dans la solidarité humanitaire puise sa source d'une part de ses valeurs ancestrales et religieuses, de solidarité, de fraternité et de son expérience. Le peuple algérien a souffert 132 ans plus 7 ans du colonialisme. Il a souffert de l'exode, il a souffert de toutes sortes de sacrifices. Donc il est mieux placé que quiconque pour comprendre les autres. L'élan et les efforts de solidarité de l'Algérie avec les peuples en lutte et les réfugiés sahraouis en particulier sont un exemple dans l'aide humanitaire internationale. Et c'est pour ça que l'Algérie est un exemple à suivre dans le domaine de la solidarité humanitaire. Pour la simple raison que les Algériens n'ont pas d'agenda politique. Et ce qui caractérise l'Algérie, c'est qu'il y a une politique de solidarité humanitaire, mais qui est soutenue par une culture de la solidarité. Donc c'est ce qui se fait à travers le Croissant Rouge algérien en tant que bras humanitaire des pouvoirs publics, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics. Et le Croissant Rouge algérien aussi joue un très grand rôle dans la concrétisation des projets financés par les agences onusiennes, telles que le HCR, le PAM, l'UNICEF, aussi des organisations, des ONG internationales humanitaires, ainsi que la Croix-Rouge espagnole, qui ont des programmes en faveur des réfugiés sahraouis. Les programmes d'aide de la communauté internationale restent insuffisants pour répondre aux besoins des réfugiés sahraouis. Des aides qui se réduisent d'année en année, c'est ce que nous explique la première responsable du Croissant Rouge algérien. Parce que là, j'ouvre une parenthèse. Ce que donne la communauté internationale, c'est de quoi survivre. Et nous avons dénoncé les dernières mesures qui, sous prétexte que le nombre de réfugiés a augmenté, on veut diminuer l'aide attribuée aux réfugiés sahraouis et on veut les affamer. Donc le Croissant Rouge algérien a pesé de tout son poids pour dénoncer ça. Et l'Algérie complète le manque en produits alimentaires, pour la couverture sanitaire et autres. Des aides humanitaires, certes, mais qui ne remplaceront jamais le droit des réfugiés sahraouis à retrouver leur terre et de jouir de leur droit à l'autodétermination et à un État souverain. Dans le dossier libyen, départ imminent de Fayez Sarraj, le président du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale s'est dit prêt hier soir à quitter ses fonctions avant fin octobre pour céder la place à un nouvel exécutif. Sarraj compte sur les négociations prévues à Genève le mois prochain pour parvenir à une issue politique à la crise que connaît le pays depuis 10 ans. Le Parlement basé à Tobrouk dans l'est de la Libye et autres partis rivales seront invités pour se mettre d'accord sur un nouveau conseil présidentiel qui va unifier les autorités et administrations du pays et organiser des élections. Direction la Palestine, où l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine pointé du doigt. Suite aux coupes budgétaires, l'Office peine à venir en aide aux Palestiniens se trouvant dans une situation précaire. Bouchra Bouali.
Venues de différents camps de réfugiés, ces personnes ont manifesté hier devant le siège de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine dans le Proche-Orient. Ils étaient des centaines à brandir des banderoles dans lesquelles ils dénonçaient la précarité de leur situation, exacerbée par le coronavirus, et réclamaient leurs droits à l'agence onusienne. La superficie du camp est de 1 km². Quelques 100 000 personnes y vivent. Il n'y a pas de salubrité, il n'y a pas de service destiné aux réfugiés palestiniens. Il y a la pandémie de coronavirus, une maladie grave qui se propage dans le camp. Une maladie qui vient aggraver le malheur des réfugiés qui vivent dans des camps surpeuplés où règne la misère et le chômage. Notre situation est très difficile. Nous n'avons rien. Pas de travail, pas de nourriture et pas d'eau. Comme vous voyez, nous n'avons que ces rues pour nous abriter. Avec le confinement, on nous a demandé de rester à la maison. Comment voulez-vous qu'on nourrisse nos enfants ? Confrontés à l'insécurité alimentaire, les réfugiés palestiniens lancent un appel au monde entier pour leur venir en aide, car leur survie dépend des subventions faites à l'UNRWA. Des subventions qui se font de plus en plus rares, notamment avec la coupe des aides par Trump, qui soutient Israël dans sa politique expansionniste. Retour dans le pays pour aller à Médéa. La wilaya est devenue au fil de ces dernières années un pôle fruitier par excellence, avec une tendance affichée vers les vignobles et les pommiers. Les partenariats conclus en 2017 entre investisseurs et agriculteurs ont permis un rendement plus accru et une nette amélioration de la qualité. Reportage de Saïda Mayouf. Des vergers de vignobles à perte de vue couvrant d'immenses étendues, des versants de la chaîne montagneuse de l'Atlas tellien, mais pas seulement, les pommiers sont en abondance et la qualité au rendez-vous. Et pour cause, les partenariats entre investisseurs et agriculteurs ont porté leurs fruits. J'ai investi dans la filière arboriculture. J'ai 22 hectares, des pommiers, des pruniers, des cerisiers et des pruniers outre les vignobles. L'avantage de ce partenariat est qu'on a labouré toutes nos terres avant qui étaient en jachère. Et on a créé une vingtaine de postes d'emploi. La wilaya de Médéa a enregistré 69 actes de partenariat sur une superficie totale de 1329 hectares. La totalité est dédiée à l'arboriculture. On s'est lancé dans cette opération en 2017. Les jeunes plants entreront en production dès l'année prochaine. Nous avons cultivé 8 hectares de vignobles, 6 hectares d'arboriculture et 7 de cerisiers. Le fruit est de très bonne qualité. Le seul souci est le manque d'eau flagrant dans ces exploitations. La commune de Benchiko n'est pas en reste où l'arboriculture est une tradition établie. Les fruits abondent jusqu'à satisfaire le marché local et les agriculteurs projettent même de se tourner vers l'exportation. On a 2 variétés de pommes. La terre est très fertile, mais la sécheresse de cette année a diminué un peu la production. Par contre, le manque d'eau fait défaut. Si la production continue sur cette courbe ascendante, cela nous permettra d'explorer d'autres marchés extérieurs avec l'accompagnement de l'État. Nul doute, Médéa est une région en passe de devenir un véritable pôle fruitier par excellence dans un proche avenir et contribue ainsi au développement économique. Sport, et Abdelrahman Hamed a été installé aujourd'hui par Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans ses fonctions à la tête du comité olympique et sportif algérien. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'instance olympique à Bna Aknoun, où était présent la secrétaire d'État chargée du sport d'élite Salima Souakri, des présidents de fédérations sportives nationales et les membres du bureau exécutif du COA. On écoute le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président du COA. Cette échéance électorale constitue assurément l'épilogue d'une étape. Une étape malheureusement émaillée par de nombreux conflits qui ont secoué la famille sportive et la famille olympique. Mais c'est surtout l'opportunité pour ouvrir une nouvelle page fondée sur la sérénité, fondée sur l'union et la complémentarité et surtout la stabilité de la famille olympique et de la famille sportive. C'est également l'occasion d'édifier de nouvelles relations entre le ministère et le comité olympique,
des relations résolument fondées sur la complémentarité, sur la coopération et sur le partenariat stratégique au bénéfice des sportifs algériens et au service exclusif du sport et de la performance sportive algérienne. Étoffé, un parcours suffisamment remarquable, d'abord en tant que sportif et en tant qu'athlète, dont la carrière a vu jalonnée par beaucoup de gloire, par beaucoup de succès. Et je pense également que son expérience en tant que gestionnaire au sein du comité olympique le prédispose tout naturellement à présider aux destinées de cette instance sportive. Pendant la durée de mon mandat, le comité olympique algérien s'engage à respecter la réglementation en cours, en application à la charte olympique. Nous nous engageons à nous entraider avec les structures gouvernementales, tout en espérant que le sport et les sportifs algériens en tirent grand profit. Sport toujours, vice-champion de la Ligue de professionnels de football, synonyme d'accession parmi l'élite. La jeunesse sportive de Skikda a été honorée aujourd'hui par la Ligue de football professionnel, un trophée récompensant un retour historique. Smaïl Belkhaïdi. Après un purgatoire de 33 ans, la jeunesse sportive de Skikda retrouve l'élite footballistique grâce à une accession venue récompenser une saison de dur labeur avec un titre de vice-champion de Ligue 2 professionnelle. Nous sommes ravis d'avoir rendu heureux toute la ville de Skikda. Grâce à Dieu, nous retrouvons enfin l'élite 33 ans après. Le club retrouve enfin la place où il doit être. Ça n'a pas été facile. Vous savez, l'accession, elle s'arrache, elle ne se donne pas. On s'est sacrifié ensemble. L'objectif, aujourd'hui, il est atteint. J'espère que ces joueurs auront au moins leur dû en fin de cette cérémonie. Lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel de ville de Skikda, le président de la Ligue nationale a remis le trophée venu couronner les efforts de tous les Skikdi. Je félicite le club, en particulier la direction technique à leur tête Younes Eftissan, ainsi que tous les joueurs. Nous nous sommes déplacés spécialement pour les féliciter d'avoir accompli l'exploit de retrouver l'élite après 33 ans. تاريخي بالصعود اللي جاء من بعد يعني 3 عقود من 33 سنة. Depuis l'avènement du professionnalisme en Algérie, c'est la première fois qu'une équipe de Skikda évoluera en Ligue 1 professionnelle. Et on va à Constantine pour terminer. Le patrimoine immatériel de la ville est riche. Sa transmission à travers les temps et les générations a permis sa conservation. Nous nous intéressons aujourd'hui aux traditions que la région partage ou pas avec d'autres wilayas du pays. Bédia Mardi. Tradition, us et coutumes. Constantine, comme toutes les autres régions du pays, se distingue par son patrimoine culturel immatériel d'une grande richesse. Les tenues traditionnelles, la gandoura constantinoise fièrement arborée par les femmes de la ville des ponts suspendus. Une robe qui fait partie du patrimoine national grâce à ces artisanes qui ont jalousement préservé ce legs ancestral. Pour sa fête du aîné, la femme constantinoise porte cette robe en velours. Elle apparaît dedans telle une reine. Il y a la gandoura du Medjboud, certains l'appellent Tirzi, et aussi la gandoura de Fetla et El-Shemsa. Nous avons hérité ces métiers de père en fils et de mère en fille. Nous continuerons à les préserver. Une autre tradition ancrée à Constantine et perpétuée par les différentes générations. La distillation, un savoir-faire connu et reconnu. Cette tradition n'est pas étrangère, elle représente l'histoire de Constantine. Il est impossible pour nous de la délaisser, même si aujourd'hui les filles sont allées à l'université et beaucoup travaillent. Toutes font la distillation, l'odeur des fleurs est dans toutes les maisons. Les gâteaux traditionnels ne sont pas en reste. Constantine a un riche patrimoine culinaire, les gâteaux traditionnels qui ne sont plus à présenter. Le roi de la table est bien sûr le makrot. Nous avons aussi le ghribiya, le mgirgshet, le baklawa, le qtaïf. Nous avons différentes sortes de gâteaux. Notre belle Algérie, grande de par son territoire et riche de par ses traditions, renferme des trésors inestimables.
Les artisans et artisanes continuent à transmettre le patrimoine matériel et immatériel aux générations pour mieux les préserver. Fin de cette édition, rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a opéré aujourd'hui un mouvement partiel dans le corps diplomatique concernant certaines de nos ambassades en Europe et en Afrique. Les détails dans notre journal. Au nom du président de la République, Ahmed Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Djalad a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation de Abdelaziz Medjahid dans ses fonctions de directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. Révision constitutionnelle, le décret présidentiel portant convocation du corps électoral en prévision du référendum du 1er novembre, publié au journal officiel. Une large campagne médiatique lancée. L'objectif, expliquer le contenu de ce texte citoyen. La solidarité avec les peuples, une des valeurs immuables de l'Algérie et qui n'a jamais été tributaire d'un quelconque agenda politique. Affirmation de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Benhabiles, revient sur l'action humanitaire du CR. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.